Devant le grand jury de RFM ce dimanche, Aymérou Gningue, président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, il est l'invité de Babacar Fall. Plusieurs questions. L'Assemblée nationale et les inondations, pourquoi une mission d'information et non une commission d'enquête parlementaire sur le plan décennal de lutte contre les inondations? La décentralisation à l'épreuve de l'aménagement du territoire, la campagne agricole, le dialogue national, Benno Bokk Yakaar et l'échéance 2024, le statut de l'opposition et de son chef et beaucoup d'autres questions. Participez à l'émission via nos réseaux sociaux. Aymérou Gningue, président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, face à Babacar Fall, le grand jury, dimanche 11h05 sur RFM, la radio de toute l'actualité. Bonjour à tous, bon dimanche, bienvenue dans ce nouveau numéro du grand jury de RFM. Macky Sall au devant de la scène, le président de la République en tournée dans le Sine Saloum depuis hier pour visiter des exploitations agricoles à Fatick, Kaolack et Kaffrine. Un peu plus tôt dans la semaine, le chef de l'État est descendu en banlieue de Dakar pour constater l'étendue des inondations. Un déplacement sur les sites sinistrés qui n'a pas éteint la polémique sur les politiques anti-inondation du gouvernement sénégalais. Des interrogations donc persistantes autour du plan décennal 2012-2022 de lutte contre les inondations, où se trouve la vérité. L'Assemblée nationale était attendue sur une mise en place d'une commission d'enquête parlementaire. À la place, on aura plutôt droit à une mission d'information. Bonjour Aymérou Gningue. Bonjour Babacar. Vous êtes le président du groupe Benno Bokk Yakaar à l'Assemblée nationale. D'abord, cette visite du président Macky Sall à Keur Massar jeudi, dans des quartiers sensiblement touchés par les inondations. La faute à l'État, ce sinistre? Un acte de solidarité, parce que le président de la République est le président de tous les Sénégalais. Quand dans une zone on déclare une catastrophe naturelle, il est de bonne loi que le président, après avoir décrété justement le plan Orsec, puisse lui-même, de visu, aller devant les populations, être proche d'eux et véritablement voir l'ampleur, en tout cas de la situation telle qu'elle se présente, et surtout annoncer des mesures qui, je crois, si elles sont mises en œuvre, devraient permettre véritablement, pas de sortir le Sénégal du cycle des inondations, mais en tout cas d'atténuer ces inondations, notamment dans la zone de Keur Massar. Ce sinistre, disais-je, c'est une question à mettre sur le compte de l'État. Non, je ne crois pas qu'il faut le mettre sur le compte de l'État. C'est vrai que gouverner, c'est prévoir. Mais le phénomène des changements climatiques est un phénomène mondial qui touche beaucoup de pays et, ma foi, des pays qui ont certainement des possibilités économiques beaucoup plus importantes que le Sénégal. Il se trouve que la question des changements climatiques est une équation redoutable qu'aucun pays aujourd'hui ne réussit à résoudre. C'est vrai que nous savions qu'avec les changements climatiques, il va y avoir des précipitations importantes, en tout cas dans la zone du Sahel. Mais je crois que si on regarde ce qui se passe ailleurs en Afrique, ce qui se passe en Amérique centrale, ce qui se passe en Europe, parce que le phénomène n'est pas seulement des pluies. Ailleurs, ça se présente sous forme d'incendies de forêt. On voit quand même l'ampleur des dégâts. Et on se dit, le monde entier, puisque de toute façon, on n'a pas de frontières à ce niveau-là, devrait travailler à ce que nous puissions avoir une maîtrise des changements climatiques pour pouvoir installer le monde dans une perspective de durabilité et de développement durable. On va aborder ces politiques de l'État sur les inondations, mais sur cette visite de Macky Sall dans cette partie de la région de Dakar, le chef de l'État a été très critiqué pour certaines de ses déclarations. Quand il dit, par exemple, « je ne peux pas arrêter le ciel ». On n'attend pas ça peut-être d'un chef d'un pays. Mais pourquoi ? Mais c'est la raison la plus évidente. Il est évident que le président ne peut pas arrêter le ciel. Il est évident que quand on voit ce qui s'est passé le week-end du 5 et du 6, et on regarde la quantité de pluie qui est tombée dans Dakar, il est évident que
cette concentration de précipitations jamais égalée dans notre pays va véritablement conduire à des phénomènes d'inondation. Je crois qu'il faudrait peut-être regarder le phénomène des changements climatiques comme étant quelque chose qui traverse notre pays et qui va au-delà parce que c'est un phénomène mondial. Aujourd'hui, en Afrique, un peu partout, comme je l'ai dit tantôt, en Europe, un peu partout dans le monde, ce phénomène est en train de dérégler. C'est une équation redoutable. Et aujourd'hui, ce que nous pouvons constater simplement, c'est que le président est allé, il a été proche des populations, il a pu constater de visu, en tout cas, l'étendue des inondations, et il a aussi, en tout cas, esquissé un plan que j'appelle un plan Marshall de 30 milliards qu'il devra mettre au niveau. On l'aborde tout à l'heure, justement, parmi les réponses qu'il donne pour résoudre la question des inondations là-bas. Il annonce l'érection de Keur Massar en département. Le moment de cette annonce-là, est-ce que ça a été bien choisi à votre avis ? Mais bien sûr que ça a été bien choisi. D'abord parce que ce n'est pas parce qu'il est allé à Keur Massar qu'il y a les inondations qu'on va ériger Keur Massar en département. Je crois que quand vous regardez la configuration du département de Pikine, qui aujourd'hui est le département le plus peuplé du Sénégal, vous vous rendez compte tout de suite qu'au niveau du département de Pikine, la zone la plus peuplée est la zone de Keur Massar. Donc le processus de départementalisation de Keur Massar était déjà un processus en cours. Alors qu'est-ce que fait le chef de l'État ? Il vient, il constate qu'il y a une situation aujourd'hui exceptionnelle. Il en profite pour dire nous allons mettre un investissement important pour évacuer en tout cas d'abord les eaux à travers le plan Orsec. Nous allons faire aussi des investissements structurants pour faire de sorte que les eaux ne puissent plus stagner, mais en même temps nous allons donner en tout cas une entité juridique aujourd'hui nouvelle à Keur Massar en érigeant Keur Massar en département. Ça va changer quoi Mais ça va changer énormément de choses. Parce que quand vous avez un département, vous avez déjà un ancrage au niveau de la cohérence territoriale. Aujourd'hui, nous avons deux niveaux de problème. Vous allez ériger Keur Massar en département, vous avez un préfet de département qui va gérer le département de façon administrative, vous aurez des sous-préfectures, les sous-préfectures seront très proches en tout cas de leur population et vous aurez des communes d'arrondissement au niveau de ce département. Dans le cadre justement de la mise en place de l'acte 3 de la décentralisation... Ça va avec la naissance de nouvelles communes alors Bien entendu, vous ne pouvez pas créer des départements sans créer de nouvelles communes. Parce que vous aurez un département qui est plein et entier et qui sera une entité territoriale avec des budgets. Quand vous regardez les transferts de compétences qui sont faits dans les départements, les 9 transferts qui sont faits au niveau des départements et des communes vont être faits aussi au niveau de ce nouveau département. Et ce département va justement ériger ses priorités. Non seulement il va bénéficier des transferts de l'État au niveau financier pour ce qui concerne les fonds de concours et les fonds de dotation, mais c'est ce même département qui va lui-même, en tout cas, inscrire ses priorités et à partir de ces priorités-là, aller vers l'État à travers le BCI, le fonds qui est le budget d'investissement consolidé, pour pouvoir faire justement ses propres réalisations. Il est évident maintenant que l'ampleur des investissements est tellement importante que ça ne peut pas se faire que dans le cadre de la départementalisation. Il va falloir aussi avoir un soutien de l'État. C'est pourquoi d'ailleurs, l'annonce concomitante de l'érection du département, en même temps de la mobilisation de 30 milliards, que j'appelle moi un plan Marshall pour le nouveau département de Keur Massar, je crois que c'est une excellente chose. Oui, mais l'annonce de ce programme d'assainissement spécial de 30 milliards pour Keur Massar, c'est très certainement la preuve de l'échec du plan décennal de lutte contre les inondations que Macky Sall avait décidé en 2012, non ? Non, je ne le crois pas. Vous savez, le Sénégal est vaste. D'abord, la question des inondations ne concerne pas que Dakar. C'est vrai que Dakar, maintenant, en concentre une très grande partie. Regardez ce qui se passe. Vous êtes dans un pays où pratiquement un Sénégalais sur 2 vit dans les centres urbains. Vous êtes dans un pays où 60% de la population urbaine est entre Dakar, Thiès et Mbour.
avec cette accélération de l'urbanisation et justement le fait qu'il y ait un déplacement des populations rurales vers les villes, tout cela fait que on est en face de vrais problèmes d'urbanisation. Alors, ce que je crois, moi, aujourd'hui, c'est que le plan a été fait. Allez demander aux personnes qui vivent à Ouest-Foire, qui vivent à Grand Yoff, qui vivent à Dalifort, qui vivent à Wakhinane Nimzatt, qui vivent à Yeumbeul, à Gounass, à Djiddah Thiaroye Kao, à Keur Mbaye Fall. Allez demander à ces personnes si le plan décennal a été un échec. Ils vous diront forcément non. Maintenant, il y a des poches pour lesquelles les investissements Vous énumérez une infime partie du territoire après 8 ans d'exécution, a priori parce qu'on ne sait pas si le plan a été abandonné ou pas, plusieurs versions qui émanent des autorités sénégalaises. Vous énumérez très peu de surface assainie sur plus de 196 000 km². Oui, non. Mettons le doigt sur les zones qui étaient inondées avant et aujourd'hui sur les zones qui restent inondées. Et vous verrez que l'énumération, nous avons fait une bonne partie du chemin. Maintenant, ce que moi j'accepte, c'est que ce n'est jamais suffisant parce que je fais partie de ceux qui disent que même si on avait mobilisé 10 000 milliards, on ne réglerait pas fatalement le problème. Pourquoi? Parce qu'en réalité, nous sommes dans des zones inondables qui ont été occupées par les populations et vous vous rendrez compte d'ailleurs que dans les budgets prévisionnels d'aujourd'hui et dans les budgets qu'on fera demain, la part qui revient à la restructuration de l'habitat existant est une part qui est extrêmement importante. Elle est prépondérante. Pourquoi? Parce que les gens ont habité, il faut les déloger pour pouvoir restructurer justement ces habitations. En introduction de cette émission, nous avons parlé des attentes de l'opinion sur la réaction de l'Assemblée nationale. Vous avez convoqué, le président du Parlement a convoqué une réunion du bureau de l'Assemblée nationale pour réfléchir sur ces inondations et demander des informations sur comment ce plan a été exécuté. On s'attendait à une commission d'enquête parlementaire, à la place une mission donc d'information. C'est quoi une mission d'information au Parlement? D'abord, je dois répondre pour dire qu'on ne crée pas des commissions d'enquête parlementaire comme ça. Les commissions d'enquête parlementaire se créent quand il y a de fortes suspicions de détournement ou quand véritablement les Sénégalais ont besoin de savoir ce qui se passe et que le Parlement a son rôle à jouer pour l'éclairage. Ce sont les mêmes interrogations qui sont posées sur la place publique. Non. Je vais vous dire assez la création d'un... Attendez, Babacar, ce qu'il faut retenir, c'est que dans le cadre de notre règlement intérieur, nous avons privilégié le fait de créer une mission d'information qui doit nous permettre, d'abord nous députés, d'être au même niveau d'information pour examiner le plan décennal tel qu'il a été mis en place en 2012 par le président de la République, rencontrer l'ensemble des acteurs pour avoir leur version, connaître exactement le niveau d'investissement qui a été fait et là où ça a été fait, regarder ce qui a été fait de positif, mais ce qui a été fait et qui est incomplet, justement pour pouvoir faire des recommandations au gouvernement. Et c'est ça notre rôle d'évaluateur des politiques publiques de l'État. Ceci dit, à partir du moment où tous les acteurs seront auditionnés par la mission, demain, quand le rapport sera prêt, nous organiserons une plénière qui sera une plénière publique avec l'ensemble des acteurs pour que toutes les questions qui doivent être posées à ces acteurs-là puissent être faites et pour que les Sénégalais sachent comment ce plan décennal a été mis en œuvre et surtout quelles sont les recommandations qui sortiront de l'évaluation de ce plan décennal contre les inondations. Mais justement, vous parlez de recommandations, c'est pour cela que beaucoup estiment ou doutent de l'utilité d'une mission d'information parlementaire. Le groupe Liberté et Démocratie, le groupe dirigé par le PDS à l'Assemblée nationale, il est très remonté contre cette démarche. Les libéraux voulaient plutôt une confrontation tout de suite et maintenant et directe entre les ministres concernés et les députés. Mais écoutez, en fait, on dit la même chose. C'est simplement l'horizon temporel qui change. Pourquoi rencontrer tout de suite tout le monde dans une salle? Nous sommes en période de Covid.
tous les députés ne peuvent pas être dans la salle aujourd'hui. Ce que nous avons privilégié, nous, c'est d'abord aller vers l'information. J'ai l'habitude de dire que nous, tous députés, nous avons des origines diverses. Vous savez, il y a des députés qui sont spécialistes de l'élevage, il y a des députés qui sont des agriculteurs, il y a des députés qui sont des ingénieurs, qui sont des enseignants. Nous avons besoin que cette mission d'information, qui est composée de 15 membres, et où la configuration politique est représentée au niveau de cette mission, fasse son travail, fasse les auditions, produise un rapport avant que nous allions véritablement vers ce qu'on peut appeler une plénière d'explication avec les mêmes acteurs qui seront devant nous. Et je crois que les Sénégalais, en ce moment, pourront savoir exactement quel est le travail du Parlement, qu'est-ce que nous avons fait, et pourront aussi suivre en direct les réponses, en tout cas, des différents acteurs. Aussi bien les acteurs politiques que les acteurs opérationnels. Les nombreux chiffres avancés par les autorités donnent finalement le tournis à l'opinion entre 750 et 760 milliards. Quelle est la valeur réelle de l'enveloppe? Qu'est-ce qui a été déjà dépensé? On ne connaît pas le montant exact du coût de ce plan. N'est-ce pas là déjà un premier signe de mauvaise gouvernance? À mon avis, non. Vous savez, moi, l'appréciation que j'ai de la gouvernance, quand j'entends parler les gens, surtout de la société civile et certains journalistes, qui parlent souvent de mal gouvernance, je me dis, mais dans quel pays ils sont? Nous sommes dans un pays où on a fait un budget. Le président a fait ce qu'on a appelé un conseil présidentiel, pour lequel on a évalué un certain nombre de budgets. Et nous avons dit qu'il fallait un budget de 760 milliards pour faire face, en tout cas, aux dépenses qui étaient attendues dans le cadre du plan décennal de lutte contre les inondations. Entre le budget et la réalité, il y a forcément un gap. Aujourd'hui, et c'est ça que je m'évertue à dire depuis un certain nombre de jours, allez regarder dans les lois qu'on appelle les lois de règlement qui sont au niveau de l'Assemblée nationale. Et je dis, et je l'ai dit, et je l'ai répété, et je le répète encore une fois dans votre micro, si vous faites le total des dépenses qui ont été réalisées dans le cadre de ce plan décennal, vous serez à moins de 200 milliards. Ça veut dire quoi? Le programme de 66 milliards qui a été mobilisé tout de suite, parce que c'était un programme d'urgence, a été tout de suite décaissé. Le reste, c'était des fonds que le gouvernement devait rechercher. Maintenant, la mission d'information, justement, nous permettra de savoir exactement qu'est-ce qui a été dépensé, qu'est-ce qui a été fait, quel est le montant que nous avons réellement mobilisé. Et tout cela sera porté, en tout cas, à l'attention et des députés. Et un rapport de mission sera remis à l'exécutif, au président de la République, et il y aura une plénière qui nous permettra de procéder à l'explication de toute cette procédure. Il reste 2 ans seulement avant le terme de ce plan décennal. Pas sûr, non, qu'on arrive à bout des inondations d'ici là? Ah non, pas sûr. Moi, je dis que même sur un horizon de 10 ans, c'est pas sûr. Je crois que si nous devons faire un plan pour sortir carrément le Sénégal de l'eau, des inondations, peut-être qu'il va falloir cibler un horizon de 2035, autant que le plan même Sénégal émergent. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai dit, il y a un phénomène d'urbanisation galopante au niveau du Sénégal. Il faudra nécessairement, si nous voulons régler cette question, le coupler avec justement la territorialisation des politiques publiques. Nous ne pouvons pas avoir un pays dans lequel il y a ce qu'on appelle un triangle de prospérité entre Dakar, Thiès et Mbour qui concentre 60%, 66% des populations qui vivent en ville et vouloir pouvoir régler ces questions-là. Ce qu'il nous faut, c'est la vraie prise en charge des questions de développement en faisant appel au pôle territoire et en faisant de sorte qu'il y ait des territoires viables partout dans le Sénégal. Chaque pays, chaque région a un potentiel propre et avec ce potentiel propre-là, nous pourrons véritablement développer le Sénégal et fixer les populations dans leur région. Parce qu'ils auront suffisamment d'infrastructures économiques, d'infrastructures sociales pour pouvoir vivre là-bas dans d'excellentes conditions. En tout cas, une partie de l'opposition n'a pas raté le camp du pouvoir, votre camp, après ces inondations, et vous attribue de toutes les façons l'entière responsabilité de cette situation, les inondations. On peut prendre l'exemple de votre collègue député Ousmane Sonko, le leader de PASTEF. Oui, mais vous savez, moi, vraiment, je crois que je ne veux pas rentrer dans ce type de débat stérile. Moi, je me suis engagé en politique parce que je cherche à trouver des solutions concrètes aux problèmes concrets qui se posent au Sénégalais.
Je sais aussi que le développement est un long processus qu'on ne peut pas régler tout de suite et maintenant. Si c'était aussi simple, moi je ne suis pas un messie. Je suis quelqu'un qui s'inscrit dans la politique parce que je sais qu'il y a des problèmes concrets que les Sénégalais vivent et je fais tous les jours l'effort d'apporter des solutions à leurs problèmes. Mais non, vous l'avez dit tout à l'heure et je voudrais y rebondir dessus d'ailleurs. Le groupe Liberté et Démocratie n'a pas demandé autre chose que ce que nous sommes en train de faire. En réalité, ce qu'ils avaient juste demandé, c'est qu'on procède à l'audition directement et qu'on ouvre une session extraordinaire. Cela n'est pas possible. On est au mois de septembre, on est à 20 jours de l'ouverture officielle de la session. Pourquoi allons-nous presser le 15 octobre ouvrir... Oui, c'est le 15 octobre. Oui, le 15 octobre ou plus tard, nous allons ouvrir donc la session ordinaire. Donc, faisons la mission. La session va s'ouvrir le 15 octobre. Le 30 octobre, il y aura le rapport. Nous avons le temps de nous organiser et de voir avec la Covid qui est encore là, comment nous allons nous organiser pour tenir une plénière représentative de l'ensemble des forces politiques et que nous puissions mener le débat. Maintenant, que quelqu'un, vraiment, veuille surfer sur les catastrophes naturelles qu'il y a au Sénégal pour faire sa propre promotion politique, ça vraiment, je laisse le peuple sénégalais l'entièreté de la considération qu'il peut avoir pour ce genre de jeu. Moi, je ne suis pas une personne qui surfe sur la détresse des gens, je suis une personne qui apporte des solutions à des problèmes. C'est de bonne guerre peut-être, tout le monde fait ça quand on est dans l'opposition, non? Oui, mais alors, moi je ne suis pas dans l'opposition, je suis dans le pouvoir. Vous étiez dans l'opposition, Macky Sall aussi. Je suis dans le pouvoir avec le président Macky Sall. Nous sommes en train de transformer le Sénégal à travers en tout cas des programmes et des investissements structurants. Cela n'est pas seulement dans le domaine d'ailleurs de la lutte contre les inondations. Et je crois que d'ailleurs, c'est parce que le président était conscient qu'il y avait un vrai problème d'aménagement de territoire qu'il avait mis sur pied le plan décennal de lutte contre les inondations. Et ce plan, comme je vous l'ai dit, a donné des résultats excellents. Allez-y aux Parcelles Assainies. Il y a 24 unités. Il n'y a que 2 unités aujourd'hui, que sur 2 unités qu'il y a de l'eau qui stagne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que beaucoup d'efforts ont été faits. Magnifions ce qui a été fait. Regardons ce qui n'a pas été complètement réalisé et essayons en tout cas d'avoir des investissements complémentaires parce que c'est ça le rôle aussi de l'Assemblée nationale. Le rôle de l'Assemblée nationale dans cette mission d'information, c'est pas simplement de dire écoutez, ça n'a pas marché ici. Non, c'est de prendre à bras le corps cette affaire et de pouvoir justement prendre des décisions pour améliorer ou augmenter en tout cas les ressources qui sont destinées à la lutte contre les inondations. Ce qui veut dire qu'on pourrait, dans le cadre de cette mission, proposer que des ressources additionnelles d'une importance en tout cas significative puissent être prises pour aller lutter contre les inondations. Ousmane Sonko et d'autres politiques qu'on a entendus sur notre question, sur le débat, sur le statut de l'opposition et de son chef, débat utile pour certains, ça ne l'est pas pour d'autres. La majorité en fait une question importante. L'Assemblée nationale va travailler sur la question. Comment désigner le chef de l'opposition, Aymérou Gningue? Écoutez, d'abord, moi, dire que c'est un débat utile ou inutile, je me porte en faux contre ça parce que c'est une réforme constitutionnelle quand même. Il ne faut pas insulter les Sénégalais qui ont voté la réforme constitutionnelle de 2016 et qui ont accepté à une très large majorité qu'il y ait un statut du chef de l'opposition. Donc la question ne se pose pas là. Maintenant, quant à répondre comment réfléchir, comment choisir le chef de l'opposition, je fais confiance au débat, au dialogue politique qui est en cours. Le dialogue politique... La question a été confiée à des experts pour trancher. Oui, c'est bien, mais le dialogue politique, ça reviendra toujours au dialogue politique. Le dialogue ne veut pas dire qu'on va aller vers une unanimité, mais il faudra qu'on retrouve des consensus. Et je crois que le peuple sénégalais est un peuple mûr, c'est un peuple qui, du point de vue politique, a montré plusieurs fois que quand il y avait des choix à faire, ils étaient prêts en tout cas à se mettre d'accord autour de l'essentiel. Il y a 2 écoles. Il y a ceux qui croient qu'il faut que la personne qui est arrivée 2e à l'élection présidentielle soit le chef de l'opposition.
Et il y a d'autres qui croient que non, il faut que ceux qui ont le plus grand nombre de députés au niveau de l'Assemblée nationale, qui est le prolongement quand même de nos partis et de nos coalitions de partis dans l'hémicycle, soit le chef de l'opposition. Et ce que je signale, c'est que nous sommes dans un régime quand même présidentiel. Et dans un régime présidentiel, c'est l'élection présidentielle qui est la plus importante. C'est le président qui est la clé de voûte de toutes les autres institutions. Maintenant, ce débat-là va continuer, on verra bien les arguments des uns et des autres, on verra bien aussi ce que vraiment le dialogue politique va décider. Et en ce moment, en tout cas, ce que j'ai dit moi, en tant que président de groupe, et je l'ai dit, et je le dis au nom de l'ensemble des députés de mon groupe, et nous représentons 132 députés, c'est que tous les consensus issus du dialogue politique seront votés par mon groupe. Il n'y a aucun problème. Sans amendement. Mais on n'a pas besoin de les amender, parce que nous avions dit que tous les consensus sortis du dialogue politique, nous allons les voter, nous allons les appuyer. Ceux qui soupçonnent des deals entre vous et certains leaders de l'opposition pour tracer la voie à certains pour qu'ils occupent le fauteuil de chef de l'opposition, est-ce que Macky Sall et Idrissa Seck, ils se parlent? Vous savez, moi je ne suis pas dans le secret. Vous êtes le président du groupe Benno Bokk Yakaar. Oui, c'est pas rien. Non, ma responsabilité s'arrête à l'Assemblée nationale. S'il y a des tractations à l'Assemblée nationale entre les groupes avec les non-inscrits, comme ça vient de se passer pour la constitution des 15 membres de la mission d'information, je suis très impliqué. Parce que je participe au choix des députés de mon groupe et je réfléchis avec les autres que j'ai en face de moi, notamment le président du groupe Liberté et Démocratie et le représentant des non-inscrits de ce mois qui est M. Déthié Fall, pour que nous puissions harmoniser et faire les choix des 15 députés qui vont siéger au niveau de la mission. Mais quand il s'agit vraiment des coups de téléphone de M. le Président de la République ou de son carnet d'audience, ça, mais vraiment, Aymerou n'est pas outillé pour le savoir. Franchement, je ne le sais pas. Macky Sall, votre chef de parti, l'APR, a confirmé au cours d'une réunion politique qu'il va élargir le gouvernement à d'autres sensibilités. Ça fait forcément grincer des dents dans les rangs de l'Alliance pour la République et chez vos alliés. J'étais pas là, parce que pourtant je suis membre du secrétariat national, mais j'étais pas là à cette réunion. Ce que vous évoquez là, j'étais pas à cette réunion, donc je ne peux pas répondre à cette question. Mais en tout état de cause, ce que je peux vous dire, c'est que quand on organise un dialogue politique, pour aller vers des consensus forts dans ce pays. Mais la conséquence logique de cela, c'est qu'il y ait des accords programmatiques et des accords politiques qui, à mon avis, ça ne me choque nullement que ça débouche sur des accords même de gouvernement. Moi, ça ne me choque pas du tout. Parce que sinon, pourquoi appeler au dialogue? Mais quand on appelle les gens au dialogue pour leur dire, venez, nous devons travailler ensemble, le Sénégal est plus important que nos partis. Le Sénégal est plus important que nos personnes. Et qu'on se mette pendant 6 mois, pendant pratiquement 1 an avec la Covid qui est arrivée, pour discuter, réfléchir, essayer de revoir tout ce que les uns et les autres ont eu comme appréhension par rapport en tout cas au processus électoral. Et que nous nous mettions d'accord. Et que le dialogue ne soit pas seulement un dialogue politique, mais aussi un dialogue économique, social. Un dialogue sur comment nous devons gérer le Sénégal, du point de vue même sécuritaire. Je crois que la conséquence logique, Babacar, c'est que quand on finit ce dialogue-là et qu'on ait des plages de consensus, qu'on puisse le traduire politiquement. Ça, en tout cas, c'est ma conviction. Avec l'entrée de l'opposition dans le gouvernement. Mais je ne sais pas si ce sera l'opposition. C'est peut-être la création d'une majorité présidentielle élargie. Pourquoi pas? Mais moi, je suis pour les dynamiques. Je suis pour ceux qui s'entendent pendant un moment sur des faits importants qui intéressent les Sénégalais et qui peuvent alléger véritablement les souffrances des Sénégalais. Quand il faut qu'ils se mettent d'accord, quand il faut qu'ils se mettent ensemble, qu'ils se mettent ensemble. Moi, je ne souffre d'aucun ostracisme par rapport à ces questions, parce que le Sénégal est plus important pour moi. Parlant de gouvernement, vous et vos collègues députés de la majorité aviez voté la suppression du poste de Premier ministre. Estimez-vous aujourd'hui avoir pris la bonne décision? Beaucoup de spécialistes estiment que ça a été une erreur, ça expose le président, ça rend au contraire les choses beaucoup plus lentes. Je ne le crois pas. Je crois qu'il faut partir de la volonté qu'avait le président de la République de mettre en place un système
comme on l'a appelé, le système fast-track. Parce que il faut analyser les choses par rapport à leur contexte. Nous sommes dans un pays où pratiquement chaque fois que quelqu'un est mis dans une station ou dans une position où on subodore qu'il peut être le numéro 2, et les gens se tirent entre les pattes et ne font pas le travail correctement. Le président, je crois, a vu que c'était un danger et il voulait aller vite parce que nous sommes dans un quinquennat. Et il a dit, je supprime le poste de Premier ministre pour que nous puissions aller plus vite. Parce que j'ai la possibilité, moi, en tant que président, je suis jeune, j'ai de l'énergie de coordonner. Voilà ce qu'il a voulu faire. Maintenant, il y a la Covid qui est arrivée et puis les gens vont dire, bon, maintenant, il y a un ralentissement. Est-ce qu'on en tirera des conséquences? Parce que forcément, avec ce qui s'est passé, qui est une première mondiale, avec le coût que nous avons reçu au niveau, en tout cas, de notre économie et au niveau de la rampe sur laquelle on était installé, il y aura forcément des changements. Mais quels vont être les changements? Est-ce que ça va se traduire dans la manière de configurer les choses? Ça, je ne peux pas le dire. Seul le président de la République qui a cette prérogative pour le dire. Mais en tout cas, nous avions voté la suppression du poste de Premier ministre et nous sommes d'accord avec le président qu'il fallait le supprimer pour aller plus vite. Et nous n'avons pas changé d'avis. Et ce débat que Macky Sall semble vouloir faire oublier à tout le monde son mandat. Mais écoutez, Babacar, très franchement, je suis toujours gêné quand j'entends les gens parler de mandat. Parce que le Sénégal a connu ces histoires de mandat-là et de troisième mandat déjà en 2012. En 2012, cette question a été posée, où le président qui était en exercice a dit qu'il allait chercher un troisième mandat. Et les Sénégalais se sont mobilisés pour dire que non, il ne fallait pas qu'il ait ce troisième mandat, que c'était un mandat qui était illégitime. Mais moi, je suis quelqu'un qui croit aux institutions de son pays. Je crois à toutes les institutions de mon pays. Et surtout à l'institution judiciaire qui est véritablement le fondement de notre sécurité, à nous tous. Alors, quand le Conseil constitutionnel en 2012 a dit que que Abdoulaye Wade était candidat, mais les gens sont allés aux élections et les électeurs qui sont des citoyens, qui sont des démocrates, ont fait le choix en disant, ben non, on va l'écarter. Comme juridiquement il est candidat, nous, on va utiliser les urnes pour l'écarter. C'est pourquoi la question du troisième mandat peut se poser dans d'autres pays limitrophes du Sénégal, mais ça ne peut pas se poser au Sénégal. Parce que c'est une question que nous avions déjà réglée. Va-t-il tenter le coup, Macky Sall? Mais alors là, vraiment, c'est une question difficile à laquelle je ne peux pas répondre. Vous savez pourquoi? Je pense que la première préoccupation du président Macky Sall, c'est de dire « j'ai été élu en 2019 ». En 2020, au tout début de l'année, il y a eu cette pandémie qui est en train d'impacter très négativement sur l'économie nationale et sur nos relations avec les autres. Parce que c'est l'économie mondiale qui est grippée. Aujourd'hui, je crois que sa principale préoccupation, c'est de dire comment nous allons sortir de cette Covid, comment nous allons nous remobiliser avec le plan de relance économique et sociale, comment pouvons-nous gagner des points de croissance pour faire de sorte que le Sénégal retrouve sa dynamique antérieure. Et voilà les vraies questions que nous devons nous poser. Maintenant, en 2023, quand on sera à l'oreille vraiment de 2024, on posera la question pour voir. Mais franchement, aujourd'hui, l'essentiel est ailleurs. Aujourd'hui, l'essentiel est ailleurs. Oui, en attendant 2023, votre conviction sur cette question, Aymérou Gningue, vous êtes pour que Macky Sall brigue pour la troisième fois la présidence de la République? Mais je ne peux pas répondre à cette question parce que ce n'est pas une question que je me pose. Maintenant, si vous me dites, est-ce que juridiquement il peut le briguer? Je peux vous répondre. Juridiquement? Oui, juridiquement, il n'y a aucun doute qu'il peut. Vous êtes le président du groupe parlementaire de la majorité. Mais je vous dis, juridiquement, il n'y a pas de problème parce que moi aussi, je lis les textes et je vois. Ce n'est même pas une question qui est posée parce qu'elle a été déjà réglée. Juridiquement, Macky Sall peut se présenter en 2024. Mais bien entendu.
Et comment Quel est votre... Non, vraiment, je ne vais pas rentrer dans ce débat juridique. Moi, je dis juridiquement, posez la question au Conseil constitutionnel, aux juges qui sont des juges constitutionnels, ils vous répondront par rapport en tout cas à la Constitution qu'il y a au Sénégal. La justice, une autre question dans cette émission, la justice secouée par un remue-ménage entre le ministère de tutelle et l'Union des magistrats. La convocation de Souleymane Teliko, le président de l'Union des magistrats du Sénégal, convoqué par l'IGAJ, c'est la police des magistrats et de la justice. Une crise après la grève du Sud-Just, le système judiciaire encore piégé par une probable crise entre les magistrats et le ministère de la Justice. Non, je ne crois pas. Je crois que, comme dans tous les pays, il y a quand même des inspections qui se font par rapport à tous les niveaux et dans tous les secteurs, y compris le secteur judiciaire. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi je suis très respectueux des institutions. Moi je suis un législateur, je suis un député. Je m'occupe de légiférer, je m'occupe de représenter le peuple, je m'occupe d'évaluer les politiques publiques et d'exercer un contrôle sur le travail du gouvernement à travers des sanctions sur les budgets qu'il nous présente. Mais franchement, je préfère laisser à l'institution judiciaire, et je sais qu'il y a des magistrats, il y a des hommes et des femmes de valeur qui pourront régler ces questions-là, qui vont les régler. Maintenant, qu'il y ait une inspection, que les gens aillent répondre, je crois que c'est le minimum des choses et c'est en train de se faire. Ce qui lui a valu cette convocation, c'est les commentaires qu'il a fait sur l'affaire Khalifa Sall, le procès Khalifa Sall. Il avait relevé des erreurs. Est-ce que ça mérite une convocation devant l'inspection générale de l'administration de la justice? Très sincèrement, vous êtes mieux informé que moi. Je vous dis que je n'en sais absolument rien du tout. Et ça, je vous le dis très franchement. Je crois que les juges sont suffisamment majeurs par rapport en tout cas à leurs commentaires, parce que vous savez, le juge, il peut donner une sentence sur son intime conviction. Ça, il est donné qu'au juge de pouvoir condamner quelqu'un en disant mon intime conviction, c'est que celui-là, il est fautif. Et on le lui respecte. Je crois que vraiment, il faut les laisser. Ils sont suffisamment majeurs pour pouvoir régler leurs problèmes. Ils n'ont qu'à les régler. Et je ne vois pas en quoi ça peut dérégler, en quoi que ce soit, le fonctionnement de nos institutions dans ce pays. Autre question, autre sujet dans cette émission, Aymérou Gningue, ce rapport du département d'État américain sur le Sénégal, sur la corruption, les marchés publics, sur justement le traitement infligé à l'opposition et à ses leaders, rapport partagé par la presse du week-end. Votre commentaire avec ces mauvais points distribués au Sénégal? Non, moi ce que j'ai vu et que j'ai lu et que j'ai bien noté, c'est que le Sénégal est en train de faire de bons points dans le doing business, en essayant d'apporter effectivement beaucoup d'améliorations dans le cadre des relations d'affaires. Avec des gangrènes aussi. Non, attendez, ce que j'ai vu aussi, c'est que le Sénégal, dans tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, est peut-être le pays qui a fait les meilleures performances dans le domaine de l'amélioration de l'environnement économique et même dans le domaine de la transparence. Voilà ce que j'ai lu. Maintenant, écoutez, moi, je vais vous dire, je n'ai pas la même perception que les Européens sur notre pouvoir à l'argent, parce que nous n'avons pas la même perception. Je ne crois pas non plus, et je le dis solennellement, que c'est parce que des pays européens ou de l'Amérique vont avoir leurs critères sur lesquels ils jugent les gens par rapport à la corruption que je suis obligé de les suivre. Parce que nous n'avons pas les mêmes rapports par rapport à l'argent. Les standards, c'est pour tout le monde. Non, écoutez, non, les standards ne peuvent pas être pour tout le monde. Vous savez, allez-y moi, j'ai voyagé quand même dans plusieurs pays d'Afrique et du monde. Regardez ce que je vais vous dire. Dans quel pays vous allez vous retrouver où, par exemple, il y a un événement ou telle chose et que les gens se font des échanges d'argent. Nous n'avons pas le même rapport. Un Européen ne garde même pas de l'argent avec lui. Il a une carte, d'ailleurs même pour acheter un journal, il n'a pas de pièces avec lui. Chez nous, c'est très facile que quelqu'un vienne vous rendre visite et que vous lui donnez quelque chose. En lui donnant, ce n'est pas de la corruption. Vous lui dites, je vais utiliser le terme, ça vraiment c'est
c'est du Ndjoguguro. Est-ce que vous considérez que quand vous faites ça, vous êtes en train de corrompre la personne? Moi, il m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie de donner une pièce ou un billet à quelqu'un et je ne cherche pas à le corrompre. Mais c'est sociologique, c'est social, c'est quelque chose qui est en moi. Comment voulez-vous que je puisse avoir la même perception? Justement, c'est la porte ouverte à... Mais alors, changeons de continent. Allons vivre en Europe ou aux États-Unis. Mais il faut quand même qu'on respecte aussi ce que nous avons. Ça, c'est une partie de nous-mêmes. On ne va pas déchirer ça. On ne va pas l'enlever. Maintenant, je suis d'accord qu'il faut qu'on améliore, qu'il faut qu'il y ait de la transparence dans les marchés publics. Il ne faut pas qu'on donne les choses alors qu'il y a un certain nombre de critères minimums de compétences, de probité que les gens doivent avoir pour pouvoir arriver à gagner des marchés. Ça, je suis d'accord. Mais quand même, ne prenons pas tout ce qu'ils nous disent. Ne prenons pas leurs critères comme étant des critères qui sont des critères inamovibles. Essayons de rester nous-mêmes. Parce que la perception que vous avez, Babacar, quand quelqu'un vient chez vous et qui est votre griot, que vous lui donnez 100 000 francs, vous ne trouverez jamais en Europe ou aux États-Unis quelqu'un faire la même chose. Et pourtant, vous le faites. Parce que je vous connais, vous êtes de pire. Vous ne pouvez pas refuser de le faire. Aymérou Gningue, l'invité du grand jury de RFM, un peu d'économie, la relance de l'économie après ces moments difficiles vécus en pleine crise sanitaire. La tendance à la baisse des cas de contamination au Sénégal est un bon signe, touchons du bois. Vous êtes député. L'examen du budget du Sénégal, c'est pour bientôt. Comment, pour vous, ce plan de relance économique, le gouvernement il doit faire pour que les leviers du point de vue économique dans tous les sens, dans tous les secteurs dans ce pays-là ne souffrent pas en 2021 de cette crise sanitaire qui n'est pas finie? Oui, qui n'est pas finie, mais pour lequel le Sénégal a de bons points. Et il faut le souligner aujourd'hui parce que le Sénégal, on salue en tout cas la posture du Sénégal dans cette crise de la Covid-19. Et j'ai toujours l'habitude de dire que ce n'est pas la première fois. Parce que si vous regardez ce qui s'est passé avec le sida, on avait aussi de bons points avec un taux de prévalence de moins de 1%. C'est dire qu'à chaque fois que le Sénégal est confronté à des crises sanitaires comme ça, et que les présidents ont eu la posture d'en faire une préoccupation de sécurité nationale, on a forcément eu des résultats. Hier, c'était avec Abdou Diouf, aujourd'hui avec Macky Sall, parce que cette question a été prise en main par le président de la République qui lui-même s'est impliqué pour en faire une grande question de sécurité nationale. Maintenant, la crise nous a frappés. La visite d'ailleurs du président de la République que je salue au niveau du bassin arachidier, dans les régions de Kaolack, de Fatick et de Kaffrine, est une bonne chose. C'est montrer aussi que quand bien même l'eau a apporté des inondations, nos cultures aussi se sont bien comportées. Ça veut dire que c'est toujours le revers de la médaille. C'est, comme disent les maoïstes, un divise en deux. Vous voyez les choses d'un côté, ça peut impacter négativement les gens, mais ça impacte aussi les gens positivement. Or, l'agriculture, c'est ça qui occupe 70% de nos populations. Que devons-nous faire pour installer des unités de transformation agricole au niveau des régions? Et on revient justement à ce que je disais tout à l'heure, la territorialisation des politiques publiques, faire de sorte qu'il y ait des pôles viables, économiquement viables, parce que chaque région a des compétences distinctives. Comment ferons-nous pour que les compétences distinctives au niveau des régions soient utilisées au profit du développement économique de notre pays? Et ça, je crois que la relance doit s'appuyer sur deux choses. Première chose, développement de l'agriculture. Deuxième chose, transformation de nos produits agricoles pour donner plus de valeur ajoutée à notre production. C'est pourquoi ce que je crois, c'est que demain, aujourd'hui, demain et après-demain, le moteur du développement du Sénégal va être véritablement le développement de la petite et de la moyenne industrie. La petite et moyenne industrie devra nous permettre demain de créer des emplois pour les jeunes, de lancer aussi les bases d'une grande industrialisation demain, parce que ce n'est pas les grandes industries qui sont au Sénégal qui feront le Sénégal. Ce qui fera le Sénégal, c'est les petites et moyennes entreprises qui vont grossir, qui vont s'unir pour demain faire des entités viables qui permettront au Sénégal de s'en sortir. Moi, voilà ce que je crois. Je crois aussi que l'artisanat est un bon créneau, que nous devons aider en tout cas à se spécialiser, mais surtout à se labelliser. Et si l'artisanat se labellise demain, nous aurons forcément
dans les années à venir une industrie naissante capable de rivaliser avec toutes les industries du monde. Aymérou Gningue, vous êtes également le maire de Mérina Dakhar, c'est dans la région de Thiès. On a parlé en début d'émission de cette décision du gouvernement de Macky Sall, le président de la République, de faire de Keur Massar le 5e département de la région de Dakar. Pour vous, c'est logique, c'est normal. Il y a beaucoup d'incohérences dans l'aménagement du territoire sénégalais. La délimitation des frontières entre collectivités territoriales. C'est vrai. Ces défauts-là, est-ce que c'est possible de les corriger? Oui, alors je vais vous dire, il y a en janvier ce qu'on a appelé le plan national d'aménagement et de développement du territoire. Il y a eu un conseil présidentiel présidé par le président et le plan a été adopté. C'est ce plan-là qui devrait être véritablement le levier qui devra permettre demain de bâtir le développement du Sénégal. Parce que, comme vous l'avez dit, et il a été constaté, qu'il y a des incohérences au niveau territorial. Je peux même vous donner un cas d'école. Et ce cas d'école-là, je préfère vous le dire puisque je suis de Mérina Dakhar. Je suis maire d'une commune qui a 2 pôles, le pôle de Mérina Dakhar et le pôle de Kell. Si vous venez au niveau du pôle de Kell, vous avez des villages qui appartiennent à la commune de Nantes et qui sont à 100 mètres du village de Kell. Alors que pour aller dans leur circonscription, il leur faut faire 8 km pour pouvoir le faire. Ça veut dire que le découpage que nous avons suivi est un découpage colonial qui a été fait sur la base d'un tracé du chemin de fer qui ne répond à aucun critère sociologique, à aucun critère économique et à aucun critère social. Voilà les raisons pour lesquelles il nous faut corriger effectivement ces questions-là. Maintenant, il y a un travail qui est en train de se faire, un travail de cadastre universel. Mais le cadastre, le gros problème, surtout le cadastre rural. Oui, mais justement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, est-ce que vous savez que ce n'est que 6% des terres du Sénégal qui sont immatriculées? Nous tous qui avons des titres fonciers dans ce Sénégal-là, nous ne faisons pas 150 000. Tout le reste, c'est les terres du domaine national. Il faudra arriver à justement faire un cadastre rural de façon à immatriculer la totalité des terres du Sénégal. Parce que la terre, c'est aujourd'hui notre principal investissement. En fait, c'est le facteur de production le plus important que nous avons. La terre et le travail. Alors, mobilisons-nous, faisons ce travail. Il y a des possibilités de le faire, parce que dans le plan qui a été adopté et pour lequel une loi d'orientation, justement, va être votée prochainement avec les décrets d'application, il sera possible véritablement de faire ces corrections-là et de faire de sorte que demain, qu'on puisse avoir des territoires viables et surtout, corriger les incohérences au plan territorial. Des communes comme la vôtre qui abritent des industries ou des exploitations importantes qui souvent se plaignent de ne pas recevoir assez de retombées de ces gros business qui sont érigés sur leur territoire. Je ne crois pas. Je crois qu'on peut améliorer les choses. Moi, je ne crois pas d'abord à la responsabilité sociétale des entreprises. Je crois que c'est plus une responsabilité sociale. Parce que quand vous vivez avec des gens et que vous vous portez mieux, vous devez les soutenir. Il y a eu une grande réforme qui a été faite, qui est la réforme sur la contribution économique locale, avec la SEL. La SEL valeur locative, c'est une SEL qui aujourd'hui permet aux communes qui abritent des entreprises, effectivement, d'avoir des fonds qui leur sont donnés par les impôts. Donc tout ceci permet en tout cas d'améliorer, et il faut le dire, en tout cas les ressources au niveau de nos communes. Je salue simplement le fait, comme vous m'y invitez, que, en tout cas, pour ce qui concerne Mérina Dakhar, quand il s'est agi de mettre en place la centrale solaire, tout s'est passé dans la plus grande transparence. Et tout a été discuté, accepté par les populations qui l'ont adoubé, qui l'ont créé. Et aujourd'hui, je n'ai reçu aucune plainte, aucune, sur les 60 000 habitants qu'il y a dans Mérina Dakhar. Merci Aymérou Gningue, maire de Mérina Dakhar et président du groupe Benno Bokk Yakaar à l'Assemblée nationale. Merci d'être passé devant le grand jury de RFM. Merci à Abdou qui était à la régie. Restez avec nous, les programmes continuent sur RFM et bonne fin de semaine.